Bon, allons-y. Ah ben, d'abord, merci au public. Et puis, merci ensuite aux gens qui se connecteront plus tard par YouTube pour regarder cette vidéo que j'enregistre. Je la mettrai en forme et puis je la mettrai dans YouTube. Merci bien sûr à notre conférencier, Charles Maxence, qui nous a fait le plaisir de venir. Je ne vais pas présenter OVNI Paris, ce que je fais à chaque fois. Bon, ça a été fondé par Guy Lothaire en 2010. Guy Lothaire, c'est un vieux routier de l'ufologie qui a travaillé, qui a fait des années et des années d'enquête. Et puis voilà, donc je lui ai donné un coup de main parce qu'il avait des soucis avec l'informatique et moi qui ne maîtrisais pas du tout. Et donc je lui ai fait un site, j'ai pris ses vidéos qui étaient sur sa caméra, je les ai mis en ligne. Et puis en 2017, il m'a demandé de reprendre Devenir Paris. Bon, c'était pas ma tasse de thé parce que moi je suis plutôt un technicien dans l'âme, mais je me suis lancé et puis voilà, ça nous amène à 2025. On a supporté le blocus, là, le Covid. Et on a changé de technique. Avant, c'était du présentiel, surtout. Et maintenant, je fais surtout du Zoom. Voilà. Je veux juste dire qu'il y a un site qui s'appelle ovniparis.fr dans lequel vous allez trouver toutes ces vidéos et plus d'autres informations. Et puis, vous avez bien sûr le site OVNI dans YouTube. Il y a aussi un site Facebook et puis même un site Twitter. Mais dans Facebook, il y a pas mal de choses. Ça peut être intéressant aussi de s'y connecter. Donc voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Charles-Maxence Layet pour examiner les événements qui nous viennent des États-Unis, mais aussi à l'occasion de la parution de son livre Le Printemps des OVNIs. Je vous montre ce livre. Là. Ce livre, je l'avais juste commandé il y a quelque temps pour l'occasion de la réunion de la Fest OVNI de la Turballe, organisée par Lumière dans la nuit. Et c'est là que j'ai rencontré Charles Maxence, qui tenait un stand. On a discuté, s'est mis d'accord sur l'idée d'une conférence OVNI Paris. Et en partant du livre, mais le livre est riche, puisqu'en fait, c'est un voyage au pays des ovnis, c'est une sorte de traversée de tout le paysage ufologique. Et on a décidé de choisir la partie divulgation, bon, enfin tentative de divulgation en provenance des États-Unis. C'est pour ça que le titre, c'est le processus de divulgation aux USA. Ce qui montre bien que les États-Unis, quoi qu'on en dise, ça reste quand même un pays super important, puisque on ne peut pas en dire autant on ne peut pas parler d'un processus de divulgation français ou anglais ou allemand, bien qu'il se passe des choses dans ces pays. Alors, je vais dire deux mots de Charles. Charles, n'hésite pas à me couper, à me reprendre là-dessus. Donc, tu es journaliste scientifique. À l'origine, tu as t'as étudié l'ethnologie, hein, c'est bien ça? C'est ça, je voulais faire ethnologue et comme il n'y avait pas de formation d'ethnologie, je suis passé par la sociologie, quoi. Voilà. Voilà, sociologie. Tu es devenu journaliste scientifique. J'ai vu on en a discuté un petit peu aussi. J'ai vu que tu as beaucoup travaillé sur la santé, sur les ondes, sur les énergies, mais pas au sens d'énergie charbon, pétrole, etc., mais les énergies subtiles de l'univers ou Oui, oui, les c'est ça, ouais, énergies sur l'aspect électromagnétique en tout cas, et cette dimension voilà. électromagnétique permettait de parler autant d'innovation technologique que de Qigong ou des méridiens d'acupuncture dans le corps ou d'autres types de phénomènes qui existent autour de nous, quoi. Donc ça permet autant de couvrir les propulsions exotiques de certains véhicules qui peuvent nous entourer que des phénomènes naturels ou la médecine électromagnétique ou les armes électromagnétiques, hein. Ça permet de brasser large. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça t'a fait une sorte de transition presque naturelle vers les ovnis, auxquels tu t'y intéresses que depuis 3 ans à peu près, hein, c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais. Et tu as fait t'es l'éditeur, je crois, de la revue Orbs, dans lequel j'ai vu qu'il y avait je ne l'ai pas acheté malheureusement, mais je vais le faire, un numéro spécial qui s'appelle Contact, hein, c'est ça. Oui, c'est celui-ci, je l'ai pris avec moi pour pouvoir le montrer. Voilà. C'est un numéro thématique de la revue Orbs sur les questions du contact, des ovnis. Je sais plus comment le mettre pour que ça soit pas flou. Voilà. Il est bien là, il est bien là. Ouais. Donc, Ouais, Orbs spécial contact, hein, qui fait un peu qui propose en tout. L'idée, c'était de donner à voir un peu, de faire une photographie, un panorama de la situation ovni post-révélation de 2017, quoi. Hmm. d'accord. Tu as été aussi assistant parlementaire pendant presque 10 ans, c'est ce que me disent les livres, le web. Et voilà, voilà.
Donc, Et effectivement, c'était à Bruxelles et c'était sur des questions santé-environnement, ce qui continue à faire le lien. Mais j'ai pu voir comme j'ai pu vivre comme ça de l'intérieur aussi tout ce qui était on pourrait dire les subtilités de la communication politique et aussi comment dire toutes les stratégies d'influence qui peuvent exister, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient liées au lobbying. Ça m'a permis de vivre ça de l'intérieur. C'était comme un terrain d'étude. C'était très intéressant. je te poserai une question d'ailleurs là-dessus après ta conférence, justement, sur cette expérience européenne. Donc voilà, donc j'ai vu que tu avais fait des conférences dans UAP Show, et puis j'ai marqué GPTV, je ne sais pas ce que c'est que ça. Enfin C'est bref. géopolitique, Ah je oui, crois que c'est profonde. ouais, Géopolitique géopolitique profonde, profonde. ouais, la chaîne YouTube, ouais. Hmm. Non, mais ça, ce qui J'ai est pas- bien, c'est que ça fait une transition un petit peu entre le mainstream, moi je parle anglais, tant pis, et le underground. Parce que cette chaîne, elle est un peu entre les deux. Oui, C'est c'est une ça, oui, chaîne. mais Oui, comme de mon côté, j'ai toujours eu un pied dans le journalisme indépendant et dans des sujets un peu marginaux, subculture et même, enfin, tout ce qu'on va appeler parascience, pourrait-on dire, ou paranormal. Et simultanément, ben voilà, quand tu fais des notes de synthèse ou quand tu organises des événements qui concernent les lobbies pharmaceutiques ou qui concernent des questions liées aux résidus de pesticides, aux résidus pharmaceutiques qui sont présents dans les rivières et les cours d'eau européens et notamment en France. Bon, ben voilà, là, tu es simplement en train d'aligner les faits et de voir justement la tendance quand tu prolonges les courbes. d'accord. Bon, je crois que on a dit l'essentiel. On va passer au sujet, hein, si tu le veux bien. D'accord, d'accord. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui sont en salle d'attente que tu vas pouvoir faire rentrer. Merci de me rappeler à moi de voir. Il y en a pas mal. Oh, Monsieur Bouillon. Et Filou. Je crois que c'est tout. Ouais, bon, voilà. On arrive déjà à 25. Je pense qu'on terminera à une quarantaine à peu près, enfin, comme D'accord. d'habitude. Peut-être peux-tu lancer le PowerPoint et puis on va mettre ma trogne en vignette quelque part. C'est bon? C'est bon. Nickel. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci Patrice de ton invitation. C'est vrai que on a avait passé en vue deux, trois sujets possibles pour cette discussion. On en aura d'autres pour plus tard, dans quelques mois. Là, on s'est dit que compte tenu de l'actualité, compte tenu de ce qui pouvait se dérouler, compte tenu aussi de ce qui, comment dire, de ce qui pousse au portillon, de ce qui fabrique le tempo, quoi, sur la question OVNI, euh, eh bien, en fait, on allait un peu revenir sur les processus de divulgation et j'ajoute aussi les notions de politique du secret aux États-Unis, parce qu'en fait, est-ce qu'on est on parle beaucoup de divulgation, c'est ça qui tourne dans l'air autour des révélations qu'il peut y avoir liées on veut mettre peut-être la diapo suivante si tu veux, liées à l'actualité aux États-Unis et notamment la succession d'auditions qu'il y a pu y avoir au sein du Congrès. Et donc, tu peux remonter un petit peu, enfin, que le PowerPoint soit bien aligné, s'il te plaît, merci. Ok, cool, merci. Donc, donc en gros, on a un roman feuilleton qui a démarré en 2017 à travers l'article du New York Times et les autres articles qui sont parus le même jour. Et ça a déclenché comme ça toute une série d'événements, on pourrait dire des engrenages, qui nous amènent ensuite à ce que moi j'appelle dans le livre aussi la bataille du Congrès. Et puis ensuite, on va aborder aussi les questions de politique du secret, d'accès à l'information. Et autour de ces notions d'accès à l'information, est-ce qu'on est dans de la divulgation ou est-ce qu'on est dans de la désinformation? Là, c'est plus des éléments de réflexion pour la discussion ensemble. Mon exposé va durer à peu près une petite trentaine de minutes et puis comme ça, on aura du temps pour discuter tous ensemble. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, c'est pour cette partie sur
sur les UFO qui font la une et sur un peu ce qui s'est déclenché comme ça le 16 décembre 2017. C'est l'apparition des articles du New York Times. Et là, je vous le remets, on a cette phrase, comme on est dans un contexte américain, de temps en temps, les citations seront en anglais, ça permet vraiment de vivre comme ça à l'heure américaine ce soir. Donc on a cette citation de Leslie Kean, qui est une des trois journalistes qui ont signé l'article du New York Times du 16 décembre 2017. Et donc ça date du 10 octobre 2017, donc on est quasiment 2 mois plus tôt. Et c'est un article qui a été publié en ligne sur un site en version anglaise, en tout cas un site américain qui s'appelle le Huffington Post. Donc quelque chose d'extraordinaire va bientôt être révélé ou se prépare, est en passe d'être révélé ou se prépare à être révélé. Patrice, peux-tu, s'il te plaît, me mettre la page d'après? Absolument. Il était en train de faire un changement de... OK. Voilà. Donc, le 16 décembre 2017, on va aller très vite là-dessus, mais c'est des éléments factuels qu'il est intéressant de remettre à la mémoire et de se remettre en face des yeux. Donc, en fait, ça, ces infos-là que j'ai agrégées dans cette page, ce sont les indices, les éléments qui ont été présents dans les articles, les 3 articles qui sont parus le même jour dans la presse, on pourrait dire, d'influence. On pourrait dire que c'est des médias prescripteurs qui font l'actualité et qui, en tout cas, sont les médias de référence, les médias influenceurs sur ce qui concerne l'actualité politique aux États-Unis. Donc, on a 2 titres quotidiens papier, New York Times et Washington Post, et on a un troisième média qui est Politico, qui est très actif, il y a une version française qui existe, qui est très bien par rapport à la politique française. Politico, c'était un des 2, 3 médias quotidiens qu'on suivait quand on était, quand moi j'étais en tout cas au niveau de la politique européenne. Il y a un Politico Bruxelles qui couvre toute l'actu européenne et qui est très 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 complet. Et le Washington Post, bien sûr, c'est le média papier qui a révélé le Watergate, hein. C'est ça qui a bâti la légende du Huffington Post. Donc pour le New York Times, on a 3 journalistes qui co-signent l'article, dont 2 principalement. Leslie Kean, on va dire que c'est elle qui amène le scoop. C'est elle qui, puisqu'il y a eu des articles écrits par l'équipe du New York Times qui racontaient notamment les coulisses de cet article. Donc c'est Leslie Kean qui a été informé, qui a été prévenu de ce qui se tramait, de ce que préparait Elizondo, de ce que préparait Christopher Mellon et tout ça. Et Ralph Blumenthal, qui est un ancien du New York Times, qui a eu, je crois, qui a été en tout cas, qui a peut-être eu le prix Pulitzer 1 ou 2 fois, ou en tout cas qui a été nominé pour l'avoir à plusieurs reprises, qui est donc plutôt sur une fin de carrière, mais qui est aussi une légende du journalisme au sein du New York Times. Et surtout, il a signé, ça se sait pas forcément, mais il a signé une biographie sur John Mack, le célèbre psychiatre qui a travaillé sur les cas d'abduction. Et donc, Rav Blumenthal a un intérêt pour les questions de l'UFO, puisque une dizaine d'années avant ces articles-là du New York Times sur ATIP et sur AOSAP, qui est le nom du programme complet, hein, du programme global, qui s'est décidé en 2007 et qui a couru jusqu'en 2012, même si ses vraies années d'activité, ça a été 2008-2010. Donc, Blumenthal a un intérêt pour les sujets UFO et on a comme ça des têtes d'affiche, des têtes de gondole. On a Luis Elizondo donc, qui apparaît en lumière à travers ses articles. On a le sénateur Harry Reid qui, de mémoire, est décédé en 2021. Et puis on a Oui. Robert Bigelow, pour ceux qui suivent un peu les sujets UFO paranormal aux États-Unis qui est dans le paysage depuis au moins les années 80. Et donc, ce programme, donc dans l'article, il s'appelle A-type, alors que dans les faits, A-type, c'est un des Mhm. 12 ou un des 10 ou des 12 programmes de OSAP. OSAP, de mémoire, c'est une quinzaine de programmes. Et ATIP, c'est juste l'un d'entre eux. Et donc, dans le programme, il y a confusion dans l'article, il y a confusion entre ATIP et OSAP. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ça a été un budget à 22 millions de dollars et que ça a rassemblé 50 personnes à temps plein qui ont été recrutées en 3 4 mois par les directeurs de projet de OSAP. Et il y a eu notamment, parmi les programmes de OSAP, il y avait un partenariat avec le MUFON qui faisait que lorsqu'il y avait des observations quelque part,
les gens de OSAP téléphonaient au MUFON et dans les 3 heures qui suivaient, il y avait 2 ou 3 enquêteurs du MUFON qui déboulaient quelque part aux États-Unis, puisqu'ils avaient des enquêteurs un peu partout aux États-Unis, qui déboulaient donc sur site pour pouvoir recueillir les informations fraîches et immédiates. Et puis derrière, il y avait un transfert de données, il y avait en tout cas du rétex, du retour d'expérience, du débrief avec les équipes de OSAP. On a aussi, avec ces articles, des vidéos qui sortent, hein, les fameuses 3 vidéos, même si au début, il n'y a que 2 vidéos. La troisième sortira en mars 2018. Et un autre élément à savoir, c'est qu'en août 2017, on a eu donc le fameux To the Star Academy, d'où le TTSA. Puis par la suite, ça s'est appelé aussi To the Star avec une étoile, qui est donc une espèce de start-up qui veut à la fois faire de la recherche scientifique, à la fois produire du contenu, des médias, de la musique, des bouquins, des fictions, du contenu, des dépêches et tout ça, et aussi faire de la fiction, hein. Donc il y a faire du contenu au sens faire des documentaires, faire de la fiction et faire de la recherche. Et l'idée, c'est d'utiliser la fiction pour financer les recherches sérieuses. Et donc, et c'est cette start-up sur la question UFO ou UFOtainment qui est pilotée par Tom DeLonge, qui est un chanteur d'un groupe de rock américain qui s'appelle Blink 182, je crois. Et donc, lui, il est habitué au showbiz, au Star System. C'est un groupe assez connu et c'est un chanteur assez connu aux États-Unis. Et donc, c'est lui qui a recruté Elizondo. C'est-à-dire que quand Elizondo démissionne du Pentagone en octobre 2017, ce fameux événement auquel Leslie Keane il y a un événement de lancement, ou en tout cas, il y a une présentation publique de l'équipe de To The Stars, où il y a les noms comme Puthoff, où il y a comme ça plusieurs personnalités qui sont présentes sur scène. Et c'est cette présentation-là qui a lieu en octobre 2017. Et c'est ça qui donne l'article que Leslie Keane fait paraître en ligne sur le Huffington Post en octobre 2017. Donc en fait, on a 2, 3 coups de semonce comme ça médiatiques avant les grosses divulgations ou avant le grand coup de tonnerre qui est cet article du New York Times et puis du Washington Post et de Politico. Les 3 articles paraissent le même jour et les 3 racontent grosso modo la même histoire. C'est qu'il y a un programme secret ou en tout cas un programme classifié, financé avec des fonds secrets du Sénat ou des fonds que les sénateurs allouent à des programmes secrets du Pentagone pour suivre et étudier les questions UFO. Et donc, bon, ben, le problème, c'est que l'existence de ce programme euh, vient contredire la version officielle depuis 30 ans de l'État américain sur le fait qu'il ne s'intéresse pas aux ovnis. Donc, c'est ça qui crée le buzz, qui crée un choc et qui va générer toute une cascade de conséquences derrière, dont nous-mêmes, nous sommes partie prenante, hein, comme on dit. Donc, il y a une cascade médiatique qui en découle, d'abord dans la presse, puisque comme c'est les médias qui sont en haut de la pyramide en termes de légitimité, en termes de thématique, on pourrait dire même d'ancienneté. Donc, si eux, ils en parlent et qu'ils en parlent de façon sérieuse et que c'est une affaire, c'est une bombe médiatique, c'est un scoop, comme on dit, bon, ben, les autres médias n'ont pas de risque pour leur réputation de se faire l'écho de ce qui se raconte dans ces articles. Et ce qui fait qu'on va avoir comme ça des hebdos qui vont un mois après relayer l'info des quotidiens. On a des mensuels qui vont titrer, qui vont faire des sujets dessus, y compris des titres pareil, un leader dans leur domaine, JQ, Variety, le New Yorker. Donc dans la presse américaine, en France, on aura bien sûr le Figaro, on aura le Monde diplomatique, on aura plusieurs society aussi, on aura comme ça plusieurs médias. Il y a même eu de mémoire, c'était il y a 2 ans, il y a eu dans Philosophie Magazine un papier sur la question des extraterrestres et du réalisme fantastique. Et ça, c'est vraiment ces articles-là qui ont ouvert la porte au fait que d'autres médias commencent à en parler, et ils en parlent en faisant référence aux révélations américaines. Les diapos suivantes, s'il te plaît. D'accord, c'est parti. Donc là, il y a quelques chronologies que j'ai vous relatées. Donc là, sur celle-ci, c'est par exemple la chronologie, enfin, elle est évidemment incomplète, mais c'est des points de repère de ce qui se passe au niveau des médias télé, par exemple. Donc, on a
Donc c'est en décembre 2017, je le rappelle, hein, le 16 décembre, qu'on a ces articles qui arrivent à la une de la presse de Washington, de la presse politique américaine, d'une presse crédible, sérieuse, fiable. Et donc, tout de suite, on va avoir des sénateurs au Congrès des États-Unis qui demandent à en savoir plus sur cette histoire de programme secret. Et donc, ils ont des briefings secrets. Et ils ont notamment la liste des rapports. Il y a eu de mémoire entre 35 et 46 rapports qui ont été produits par OSAP. Il y a donc plusieurs dizaines de rapports qui ont été produits durant les 2 ans d'activité financée du programme, du projet OSAP. Et donc, ils ont la liste des rapports qui leur est remis par des agents, par des officiers du renseignement, par des responsables du Pentagone, puisque c'est un programme qui fait partie du Pentagone et qui était notamment sous l'égide de la DIA. C'est l'agence du renseignement de la défense. C'est une grosse agence qui existe. Il y a 17 agences du renseignement aux États-Unis. Ça s'appelle la communauté du renseignement. C'est abrégé IC dans les textes administratifs, dans les documents qu'on peut compulser, qu'on peut regarder. Et donc la DIA, c'est une assez grosse agence, hein, et c'est elle qui était le, le, le porteur en quelque sorte ou l'incubateur de ce projet OSAP. Et c'est elle qui avait reçu l'enveloppe des fonds qui étaient alloués à ce projet. Et ce projet était sous-traité auprès d'une entreprise que Bigelow, le milliardaire de l'immobilier de Las Vegas, avait créé pour l'occasion. Donc, cette liste de rapports, on a plusieurs organisations, plusieurs médias, plusieurs chercheurs, des experts en ufologie, hein, qui font des demandes de Freedom of Information Act, le fameux FOIA, qui est donc cette idée d'avoir, à partir du moment où c'est des documents qui ont été produits par l'administration américaine, le public a droit d'accès à ces documents. Ça, c'est le principe de base. Et c'est le principe de cette réglementation qui font donc des requêtes d'accès à l'information, mais ils n'obtiendront, eux, la liste. Black Vault, FAS, de mémoire, c'est la Fédération des scientifiques américains, et Nick Pope, donc l'expert britannique, n'obtiendront cette liste qu'un an après, en janvier 2019. Donc ça, c'est juste par rapport à cette liste pour montrer que il y a une réaction du Sénat, en tout cas du Congrès américain, après la trêve de Noël, et ils ont accès à des infos confidentielles, ou en tout cas à des infos qui ne deviendront publiques que plus tard. Donc, on a cette année 2018 qui se déroule, mais sur le plan média, on a une première série documentaire qui va sortir avec Luis Elizondo comme personnage principal, la série documentaire qui est en plusieurs épisodes. Il y a 2 saisons qui vont être produites. La première commence à être diffusée en 2019, la seconde sera en 2021. Et donc, le principe de cette série, c'est que Luis Elizondo va voir ses collègues militaires qui ont vu des trucs et il discute avec eux, ils mènent l'enquête ensemble. Voilà, donc c'est vraiment, chaque épisode, on suit Luis Elizondo. Et donc, évidemment, Luis Elizondo a été rémunéré par rapport à ça. Et c'est une série qui est passée de mémoire sur History Channel. Et le deal a été fait avec To The Star Academy. Ensuite, on a aussi quelque chose qui va faire énormément d'audience. Je ne l'ai pas noté là sur le document. Il y aura plusieurs millions de spectateurs. C'est un 60 minutes dédié aux UAP qui va passer en août 2021 sur CBS. Et ça continue derrière. On a les chefs de projet du projet AOSAP, donc on va dire des retraités de la DIA, des gens qui ont été les directeurs opérationnels du projet AOSAP, donc dans les années 2008-2010, qui sortent un premier bouquin en 2021 où ils racontent la structure du programme, ils racontent l'esprit du programme, il y a des données factuelles à l'intérieur, et ça permet déjà de commencer à y voir plus clair entre OTIP et OSAP ou OSAP et OTIP, parce que c'était pas très clair avec les. En tout cas, ça faisait partie des nuances qui avaient été escamotées dans les premiers articles. On a la chaîne télé du National Geographic qui enchaîne aussi sur sa propre série liée aux ovnis en 2023. Celle-là, elle est faite main dans la main avec Leslie Keane. C'est Leslie Keane qui en coulisses est l'auteur et qui est la journaliste qui prépare ce qui sera présent à l'écran, mais elle, on la voit pas à l'écran, hein. Et puis ça continue. Donc on a une deuxième saison là sur National Geographic qui est là depuis janvier 2025, mais on a Netflix qui va sortir une série télé aussi faite avec les équipes de Spielberg, Encounters, qui est très bien, que j'ai vu, qui est très bien. Et puis en août 2024, on a imminente le livre de Luis Elizondo
à ses mémoires en quelque sorte, ou en tout cas c'est les coulisses de sa découverte des questions UFO, qui sort et qui est un best-seller tout de suite dès sa sortie. Il est dans le top 5 des meilleures ventes dans le classement des livres aux États-Unis, et la version française est sortie en mars 2025. Et pour le livre du Pentagone et de Imminente, j'ai mis Dodd à côté parce qu'en fait, c'est des bouquins qui sont passés qui ont d'abord été lus et validés par les services du Pentagone. Alors, le Pentagone le précise bien, le fait qu'ils valident les choses ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, ce qu'ils ne veulent pas voir a été retiré du bouquin, et Elizondo le montre très clairement en fonction des pages. Il y a des parties qui sont noircies parce que c'est le Pentagone qui a demandé à ce que ces parties soient noircies. Donc, on est sur deux bouquins qui sont passés par la validation du Pentagone et qui sont donc des contenus autorisés. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai, mais ce sont des contenus autorisés par le Pentagone. Diapo suivante, Patrice, s'il te plaît. Alors Voilà. là, on commence à rentrer dans la bataille du Congrès, puisque c'est en... Bon, je vous épargne un peu la liste des députés ou des sénateurs qui sont dans la boucle, il y en a quelques-uns, mais en gros, mai 2020, c'est là où le Congrès, donc on est un an et demi à peu près, un an et demi en gros après les révélations du New York Times, euh, c'est là où le Congrès exige les rapports annuels au Pentagone sur les ovnis. C'est à ce moment-là que ça se décide, que c'est adopté, que c'est voté, c'est le 23 mai 2020. On a le premier rapport qui sort donc un an plus tard, il fait 9 pages. C'est là où il y a donc une reconnaissance officielle que des ovnis existent. C'est une reconnaissance officielle par les services de l'armée américaine. Il y a 144 observations qui sont relatées à l'intérieur entre 2004 et 2021, et il y a notamment 11 quasi-collisions, et donc ça vient, comment dire, là ça y est, c'est le premier rapport officiel enfin, du Pentagone qui dit que oui, on a des objets non identifiés qui cohabitent dans le ciel, on ne sait pas d'où ils proviennent, on ne sait pas ce que c'est, qui cohabitent, et pour des questions de sécurité militaire, qui de plus cohabitent et croisent les trajectoires de nos avions. Donc là, on est sur quelque chose qui vient boucler la boucle. En tout cas, c'est un premier rapport par rapport aux révélations de 2017, de décembre 2017. Et puis ensuite, on a donc c'est la fameuse UAP Task Force qui a rédigé ce rapport pour un supérieur hiérarchique, hein, qui valide et qui donne son estampille, qui valide le rapport. On a en 2020, après, quelques mois après, 2021, on a une structure éphémère qui a un nom imprononçable, c'est le AOIMSG qui va exister. Mais surtout, en juin 2022, on a la création de l'AARO, qui est donc en gros le bureau des ovnis, et qui existe donc depuis juillet 2022. Ça fait donc plus de 3 ans maintenant. On a l'AARO qui est là. C'est le bureau des ovnis du Pentagone, et c'est donc lui qui va signer les rapports annuels qui existeront par la suite. Donc, ce qui fait que le second rapport annuel sur les ovnis ne sortira que début 2023, puisqu'on a eu ce changement de casquette et donc de réorganisation entre l'UAPTF ou les équipes de l'UAPTF qui étaient en fait, qui existaient depuis 2018 de façon informelle dans les coulisses du Pentagone. Et donc, on a ce passage de témoins entre UAPTF et AARO. Donc, le rapport, finalement, est publié, le deuxième rapport est publié en janvier. Il fait 12 pages. On est avec 510 cas. On voit très bien que l'écriture du rapport s'est finie au 30 août 2022. En octobre 2023, on a le troisième rapport annuel. Là, on passe à 16 pages. Ça grossit un peu plus. Le nombre de cas augmente également. Et avec aussi le nombre de cas survenus dans l'année qui sont répertoriés dans le rapport. En mars 2024, la Haro sort un rapport un peu particulier, un espèce d'éphéméride en tout cas, qui est ce qu'ils appellent un rapport historique. Et c'est là où les choses commencent à se gâter, parce que en tout cas pour les tenants, pour les croyants ou pour ceux qui sont sur le lobby pro-UFO, c'est qu'en fait, dans ce rapport, la Haro commence à avoir une vision plutôt vert à moitié vide du sujet OVNI. Et donc, il y a
ceux qui connaissent le dossier, en tout cas les experts aux États-Unis, et notamment des experts médiatiques, hein, vont dénoncer le fait qu'il y a des omissions dans le rapport, il y a des cas qui ne sont pas cités, et donc en gros, on a tout fait dans la manière de concevoir ce rapport sur les cas historiques pour faire qu'il ne soit pas, pour qu'on puisse comme ça minimiser la réalité du phénomène. Donc ça commence à rappeler des mauvais souvenirs aux gens aux États-Unis. On a le quatrième rapport annuel qui sort en novembre 2024 qui continue à grossir avec un peu plus de pages. Et aujourd'hui, officiellement, hein, au 1er juin 2024, on est avec 1652 cas UAP répertoriés, dont 485 dans la seule année 2023-2024. Voilà. Peux-tu passer à la page suivante, s'il te plaît? Là, c'est une autre chronologie, celle-ci. C'est plutôt après avoir fait la chronologie des rapports et notamment les rapports liés à la Haro, les rapports annuels du Pentagone. Là, c'est une autre chronologie, c'est les auditions au sein du Congrès. Donc avec donc des sénateurs, des députés qui vont organiser des auditions officielles hein, au sein du Congrès et qui vont inviter des témoins à prendre la parole. Et ces témoins font leur déposition sous serment. Ce qui fait qu'aux États-Unis, ça devient une affaire un peu plus sérieuse, puisque si on parjure devant des élus, si on ment alors qu'on a prêté serment, c'est très 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 mal vu par les juges et la justice, quoi. Donc en gros, je remettais pour mémoire qu'il y a eu un premier briefing sécurisé à huis clos, ce qu'ils appellent dans leur jargon un SCIF, SCIF, en janvier 2020, avec deux sénateurs, dont le républicain John McCain, qui était connu aux États-Unis, puisque depuis les années 90, c'était un des poids lourds du Parti républicain. On est avant les années Trump, hein, en quelque sorte. Hein. Pour mémoire, depuis mai 2020, le Congrès exige des rapports annuels au Pentagone. On a eu le premier rapport du Pentagone en juin 2021 et on a la première audition du Congrès sur les UAP avec notamment des responsables de l'US Navy, Scott Bray, Bray, qui se déroule le 17 mai 2022. Alors cette audition, elle fait d'autant plus de bruit que ça a été en fait la manière de la vendre, c'était que c'était la première audition depuis 60 ans aux États-Unis, puisqu'en fait, la précédente audition qui avait eu lieu sur la question des ovnis au Congrès des États-Unis, c'était en 66. C'était en 1966. Donc, on est quasiment à peu près 60 ans plus tard, quoi. Entre 50 et 60 ans plus tard. Et donc là, on a ces responsables, ces hauts gradés de la Navy et du Pentagone qui reconnaissent que oui, il y a des objets non identifiés qui ne sont sans doute pas liés à des adversaires, qu'on a, en tout cas qui défient nos technologies et qui défient nos moyens d'identification, qui sont observés dans le ciel. On a derrière d'autres auditions qui suivent, dont la fameuse audition avec David Grush, Ryan Graves et David Frebor, Dave Frebor. Euh, et, euh, et ça se passe en juillet 2023. Et donc ça va vraiment être décisif. Vous verrez un petit peu après pourquoi. Enfin, on est sur une grosse audition, notamment parce que Grush, en réponse aux questions qu'on va lui poser, il faut bien comprendre qu'on est sur des auditions qui sont très préparées, c'est-à-dire que on n'est pas sur des méthodologies où il y a les témoins qui vont venir et les politiques qui vont être présents et les politiques découvrent les témoins et ils causent ensemble. Pas du tout. On est sur des auditions où ça fait 2, 3 mois que ça se prépare, que on a un peu scénarisé les questions qui vont être posées aux témoins. On sait ce que les témoins vont dire. Les témoins ont préparé leur intervention par écrit. Et ensuite, de toute façon, les réponses qu'ils vont donner, ils savent qu'on va leur poser ces questions-là, puisque l'audition au Congrès sert à entendre ce qu'ils ont à dire. Donc, on va poser des questions de façon à ce qu'ils puissent dire dans un cadre, je ne vais pas dire sécurisé, mais en tout cas dans un cadre qui est euh, institutionnel, qui est démocratique, qui est préservé, qui est celui du Congrès des États-Unis, ils vont pouvoir dire leur vérité ou pouvoir faire passer des informations
Ça se passe sous serment, ça donne difficile de dire qu'ils vont mentir, puisque ça se passe officiellement sous serment. Et c'est là où donc David Grush va dire que oui, il y a des récupérations de véhicules, que il a entendu parler, parce que ce qui est particulier avec David Grush, c'est que il vient raconter que bah, depuis 4 ans, il a discuté avec une quarantaine de personnes, et que donc ces quarantaines de personnes lui ont donné des infos, et notamment les infos qu'il y avait des programmes de récupération de véhicules et qu'il y a eu des entités biologiques non humaines qui ont été récupérées. Donc voilà, donc tout de suite, tout le monde pense à Roswell, mais c'est surtout que euh, ce qui était comme quelque chose qui brassait les esprits et qui était présent dans toutes les têtes depuis des décennies, là, on a un cadre qui est le plus institutionnel possible, où des choses sont dites. Alors à la fois on n'apprend rien, et à la fois c'est retentissant, et bien sûr pour des personnes qui ne s'intéressent pas au sujet, euh, tout le monde hallucine de ce qui peut se dire comme ça au sein du Congrès des États-Unis. On a une quatrième audition qui suit un an plus tard, hein, en novembre 2024, avec Luis Elizondo et Tim Gallaudet. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Tim Gallaudet, c'est aussi quelqu'un de l'US Navy, et c'est surtout un ancien amiral. Donc là aussi, c'est un des plus hauts gradés de la marine. Et quelques mois plus tôt, Tim Gallaudet avait sorti un livre blanc via une organisation aux États-Unis qui s'appelle SOL, qui est un peu un think tank un peu politique qui existe sur la question des UAP, qui a été fondé par des anciens de To The Stars Academy, par ceux qui étaient les plus politiques et les plus lobbyistes, qui étaient les plus juristes parmi eux. Et donc, avec Sol, il avait sorti, ça a été le premier livre blanc quasiment qu'a sorti Sol en mars 2024, qui est un livre sur les objets, sur les ovnis sous-marins, hein. Donc Tim Gallaudet relate énormément de cas à l'intérieur, d'objets avec des vitesses fulgurantes qui ont été mesurées sous l'eau, ou des sons qu'ils n'arrivaient pas à situer, enfin voilà, toutes les anomalies qu'ils ont pu collecter de manière sous-marine, et donc ça lance un nouveau sujet qui fait partie des tendances lourdes pour les années qui viennent, qui est la question des ovnis sous-marins. Il y avait déjà eu des notifications ou des alertes auparavant. En France, on connaît le bouquin de Sylvain Mathis, hein, le travail qu'il a fait sur ce sujet. Mais là, maintenant, c'est devenu vraiment un champ à part entière, qui est celui des ovnis sous-marins. Et Tim Gallaudet est donc un des influenceurs ou une des personnes de référence sur le sujet. Ça continue avec des auditions donc à plus petite échelle, hein, où on a le directeur de l'ARO tout seul qui donne en quelque sorte qui fait un bilan de son activité annuelle à ses responsables politiques. Donc on est sur c'est des auditions qui sont publiques également, mais on est beaucoup plus sur des exercices là aussi très convenus, très formels, où tout va bien, tout se passe bien, je travaille bien, je trouve des trucs, voici ce qu'il en est. Et ce qui est dit quand il présente le bilan de son activité annuelle, bon, ben, ça prolonge ou ça préfigure à quelques semaines d'avance ce qui va être dit dans les rapports annuels de la HARO, quoi. Voilà. Et dernier point, non négligeable, c'est que depuis le 11 février 2025, il y a donc une task force déclassification des secrets fédéraux que le Congrès a pris l'initiative de créer. Et cette task force, faut bien noter le nom, c'est pas une commission hein, au sein du Sénat ou au sein de la Maison des représentants, c'est une task force, c'est un groupe de travail. Et en fait, quand on regarde un peu ce qu'ils ont annoncé, elle est connue pour être pilotée par Anna Paulina Luna, qui faisait partie des députés qui prenaient la parole sur la question des UAP. Donc en fait, ses premiers chantiers sont la déclassification des documents liés à Kennedy, liés à l'assassinat de Martin Luther King. Ils ont aussi dans la liste la liste d'Epstein et liée à l'affaire de trafic sexuel de jeunes femmes majeures ou en tout cas qui n'ont pas forcément 18 ans. Et puis, donc là, c'est plus une affaire de mœurs, c'est un scandale sexuel. Et puis, on a aussi les UAP. Et cette task force, qui est donc portée par des républicains, enfin, il n'y a pas que des républicains à bord, mais en tout cas, c'est les républicains qui sont à l'initiative, se veut être en soutien de ce que Trump avait signé en janvier, ce qu'on appelle un décret présidentiel, un executive order, on verra ça un petit peu plus loin. Et donc, Trump, dans son décret présidentiel qu'il a signé de mémoire, c'était le 20 janvier 2025.
eh bien, il a signé qu'il allait déclassifier les archives Kennedy, déclassifier les archives Martin Luther King, mais en revanche, il n'a jamais été question d'Epstein ou jamais été question des UAP. On est vraiment sur quelque chose qui est porté par c'est des membres du Congrès qui sont à l'initiative de cette task force, histoire en gros de ne pas décrocher de ce que le chef veut pousser et mettre en avant. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, on rentre sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a un groupe de travail de députés pro-UFO qu'on appelle le UAP Caucus, qui est présent au sein du Congrès. Et il y a autant donc en fait, quand ils font leur conférence de presse, c'est le 22 août 2023. On est donc un mois après l'audition où il y a eu David Grush qui a fait du bruit. Et il y a 6 représentants qui sont présents. Il y a leur nom. On retrouve Anna Paulina Luna. On retrouve Eric Burleson, on retrouve Tim Burchett, qui sont les élus qui font régulièrement la une de l'actualité pour leurs déclarations ou leurs initiatives par rapport à l'accès à l'information UAP. Et il y a autant des républicains que des démocrates. Et on a aussi beaucoup d'autres élus qui gravitent autour, mais qui n'étaient pas forcément présents ce jour-là lors du lancement de ce UAP Caucus, qui est donc un groupe de travail informel mais mais pour lesquels ils ont fait une conférence de presse. Donc il y a des communiqués de presse, il y a une logique vraiment de faire de l'influence et de pousser à la charrue. On a donc le sénateur Rubio, Schumer, Rounz, Gillibrand, qui sont aussi des poids lourds, au sens où c'est des présidents de commission, des présidents de commission sur l'enseignement, des présidents de commission sur la sécurité intérieure, des présidents de commission sur les forces armées, etc., etc. Et en fait, en tout, chambre haute, chambre basse, en tout, on a à peu près 25 élus en tout au sein du Congrès qui grenouillent et qui s'échangent les infos entre eux et qui chassent en meute, en quelque sorte, hein, pourrait-on dire, pour que les infos sortent sur la question des UAP au sein du Congrès. Le sénateur Rubio, c'est important de l'avoir en tête, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas sur le bout des doigts la politique américaine, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères du gouvernement Trump, de l'administration de Trump. Et donc, il est le numéro 2, le numéro 3 hein, de l'équipe de Donald Trump. Voilà, il est le responsable des affaires étrangères. Et donc, c'est lui qui a été à l'initiative du fait c'est lui qui a porté le texte qui a fait qu'il y a un rapport annuel sur les UAP qui est demandé au Pentagone. C'est lui qui a été à cette initiative-là en 2020. Voilà, donc il est vraiment à l'avant-garde sur la question UAP, ou en tout cas, il a vraiment donné des gages par rapport à ça. Et maintenant, il est quand même sur des postes de pouvoir au sein de l'administration Trump. Diapo suivante, et on finit sur le Congrès comme ça. Là, un petit peu. Ben, c'est bien, ça va, c'est tranquille. Donc là, en fait, ça, c'est des textes législatifs qui ont été adoptés, donc qui ont été votés, qui ont été adoptés, ou qui n'ont pas été adoptés, qui sont en cours de discussion. Donc en fait, pour mémoire, parce que c'est important par rapport à cette logique de divulgation en général, donc le fameux texte législatif sur le Freedom of Information Act, il date de 1966. En gros, c'était la même année que la discussion la plus récente qui avait pu avoir lieu au sein du Congrès des États-Unis. Ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout lié aux ovnis, mais en tout cas c'est la même année qu'il y a eu ce texte-là. Donc on sent bien que dans l'air du temps, il y avait le fait qu'il n'y avait pas de sujet tabou, il fallait que les informations sortent. On a ensuite, en 1981, un décret présidentiel qui est donc l'executive order. Donc il a été signé par Reagan, j'y reviendrai juste après pourquoi il est important, pourquoi il est intéressant. Ensuite, on a le 27 juillet le UAP Disclosure Act. Donc ça, c'est un texte qui a été donc déposé le lendemain de la fameuse audition avec David Grush. Hein. C'est pour ça que l'aspect chronologique est important ou est intéressant à toujours garder en tête, d'un point de vue méthode de travail en tout cas. Et ce UAP Disclosure Act,
dans sa version maximaliste ou idéale, il prévoyait plusieurs choses, notamment qu'il y a un panel présidentiel, un panel de conseillers qui était nommé par le président, qui allait passer en revue tous les documents disponibles dans les différentes agences et dans les tiroirs de l'administration tentaculaire de l'État fédéral américain, et ils allaient valider qu'est-ce qu'on rendait public et qu'est-ce qu'on gardait et qu'est-ce qui relevait vraiment de la sécurité de l'État et que donc on n'allait pas dévoiler comme ça. Et il y avait aussi donc il y avait aussi l'obligation que les agences, au bout de certains temps, elles avaient, mettons, 9 mois pour faire passer des copies numériques de toutes les archives dont elles pouvaient disposer sur le sujet. Les agences, c'est-à-dire, c'est toutes les agences, hein, c'est autant donc les services ou les administrations qui sont liées au renseignement et à l'intelligence, comme on dit en anglais, à l'espionnage. Parmi les fameuses 16 ou 17 agences qui existent, hein, que ce soit l'agence du renseignement du ministère de l'Énergie, que ce soit l'agence du renseignement des gardes-côtes, l'agence du renseignement de l'armée de l'air, la DIA, qui est donc l'agence du renseignement en général, qui est la plus grosse, qui est là-haut, et puis il y a aussi la NSA, et puis il y a encore d'autres services qui existent. Ceux qui font le renseignement par les satellites, par exemple, qui étudient les images satellites, etc., etc. En janvier 2024, donc ce UAP Disclosure Act, finalement, il a failli être retoqué et il a été adopté, mais dans une version très Light. expurgée. Il a été finalement adopté en décembre 2023 sous la présidence Biden, hein. Mais c'est une version à minima qui a été adoptée, c'est-à-dire il y a par exemple le fait que oui, les agences devaient fournir, on va créer au sein des archives nationales des États-Unis un registre dédié aux UFO et ce registre sera alimenté par les archives que fourniront tous les autres services administratifs. Mais il n'y a pas vraiment d'obligation légale, ou en tout cas, euh, c'est eux qui décident de ce qu'ils vont envoyer. Donc, c'est eux qui décident de ce qu'ils ne vont pas envoyer. Et par rapport à ce qu'ils ne vont pas envoyer, il y a notamment, ils doivent expliquer pourquoi, mais en tout cas, le côté confidentiel, le côté top secret sera maintenu pendant quasiment 25 ans, peuvent être maintenus pendant 25 ans sur ces documents. Donc, on leur laisse la main dans le fait de savoir qu'est-ce qu'ils donnent ou pas, hein. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est un peu insatisfaisant pour les tenants de la divulgation. Et puis, donc voilà, donc on est sur quelque chose et puis il n'y a pas de panel présidentiel, enfin voilà, il y a juste le registre d'archives et le fait que il y a un point central officiel au sein de l'administration américaine qui est différent de la Haro, hein, qui va gérer l'ensemble des archives administratives qu'il y a sur les UFO, tous services confondus. Il y a un autre texte plus petit, de moindre ambition, qui est déposé en janvier 2024. J'ai vérifié, j'ai cherché pour voir si ça avait été finalement adopté ou pas. Il y a eu des discussions qui ont duré jusqu'en juillet 2024, mais je ne sais pas finalement s'il a été adopté en tant que tel, s'il a été digéré dans un autre texte. Donc ce texte-là sur le Safe Airspace, euh, lui, en fait, il visait à donner notamment à tout ce qui était pilote civil et pilote militaire un service auprès de qui notifier et déclarer les observations. Donc, c'était l'idée de proposer un guichet unique où les pilotes ou les personnels professionnels, qu'ils soient civils ou militaires, puissent remonter les informations. Donc, je sais, mais il y a eu des discussions, il y a eu des débats. Je sais pas si, j'ai pas pu obtenir jusqu'à présent la confirmation s'il a été adopté ou pas. Et puis ensuite, on a en 2024 rebelote avec des élus qui gravitent autour de UAP Caucus. On a le UAP Transparency Act qui revient à la charge sous un autre nom pour demander la même chose que l'UAP Disclosure Act. Donc, le UAP Disclosure Act, dans le jargon, c'est UAP DA. OK, voilà. Et après, il y a le UAP TA, etc., etc. Et puis là, en mai 2000, donc finalement, ce UAP Transparency Act, lui, il a connu un sort désastreux. Il a été directement retoqué, il n'a pas été voté. Alors que l'UAP Disclosure Act avait été voté par le Sénat et c'est la Chambre des représentants qui a dit non dans sa forme complète, hein. Et c'est là qu'il y a eu des compromis derrière. Et puis en mai 2025, là, on a à nouveau un troisième texte qui arrive, qui cette fois est orienté non pas sur les données, mais sur les lanceurs d'alerte.
Et l'idée, c'est de les protéger, et notamment de les protéger des menaces du harcèlement administratif ou des actions de rétorsion qui peuvent être engagées contre eux par rapport au fait qu'ils envisagent de sortir des informations. Donc là, on est plutôt sur une logique de protection des témoins. Et là, donc, on a maintenant, la bataille continue actuellement, hein, en juillet 2025, au sein du Congrès des États-Unis, où il y a deux textes qui arrivent avec la notion de UAP à l'intérieur. Un texte qui est à nouveau porté par les mêmes élus que ceux qui avaient porté le Disclosure Act en 2023 et qui reprend quasiment mot pour mot les principales dispositions. Et puis, on a un autre texte qui lui aussi parle de transparence et qui lui aussi parle de UAP, qui est porté par d'autres élus, mais qui, eux, en gros, valident le fait qu'il est légitime que le Pentagone garde la main sur les informations qui sont rendues publiques ou pas. Donc, ce qui fait on a une version un peu Canada Dry de la transparence. On dit que c'est de la transparence, mais en fait, c'est pas de la transparence. On dit que c'est du disclosure, mais en fait, c'est pas du disclosure. Et donc, il y a cette bataille actuellement, vraiment ces semaines-ci, là, entre juin et juillet, aux États-Unis. Les deux sénateurs qui portent la version 2025 du Disclosure Act l'ont déposé là ces jours-ci. Et donc, on va rentrer dans cette période où il va y avoir bataille en coulisses entre les pros et les antis, entre juillet et septembre là, 2025. Ça se passe maintenant. Diapo suivante, s'il te plaît, Patrice. Donc, les histoires du décret des présidentielles et le fameux décret 12 333. Donc, en fait, c'est un décret qui a été signé par Reagan en 81 et ça traite en fait sur les activités du renseignement. Et dans le cadre de ces activités du renseignement, on a un petit paragraphe qui nous dit que les activités spéciales, donc en gros, c'est un texte qui acte la création de différents services ou de plusieurs responsables, qui définit leur périmètre et leur champ de compétences, qui définit leur pouvoir, qui donne des définitions, bref, qui cadre les choses. Et dans ce cadrage, on a un endroit donné sur les activités spéciales, c'est marqué tel que qu'elles ne sont pas destinées à influencer les processus politiques des États-Unis, ni l'opinion publique, ni les politiques, ni les médias. Et il y a eu ensuite donc des mises à jour de ce texte. C'est un texte qui à la fois va donner du pouvoir au renseignement et qui à la fois donc fixe certaines limites. Donc il y a eu des mises à jour en 2004 avec Bush et il y a eu une mise à jour en 2008 avec Obama. C'est cette version-là qui préside aujourd'hui. Et donc là ça clarifie en gros des choses. Par rapport à comment c'était rédigé en 81, et il est indiqué qu'aucune action, comment dire, sous couverture, aucune action clandestine ne peut être conduite qui viserait à influencer les processus politiques des États-Unis, l'opinion publique, les politiques ou les médias. Et donc ça, c'est un texte, c'est en tout cas, oui, c'est un outil législatif qui est brandi par les pro-UFO pour contrer et dénoncer les tentatives de désinformation que pourrait porter la Haro, que pourraient porter d'autres acteurs administratifs ou gouvernementaux au sein de l'État américain, de l'État fédéral. Page suivante, s'il te plaît. Donc là, maintenant, on bascule sur les politiques du secret, parce qu'en fait, on en a peu conscience, et pourtant c'est tellement logique. On nous parle de divulgation, on nous parle de texte de loi pour rendre l'information, pour que l'information puisse sortir, pour protéger les lanceurs d'alerte, pour qu'ils n'aient pas d'ennuis judiciaires parce qu'ils vont sortir l'information. Donc ça veut dire qu'il y a une législation qui existe, qui prône le secret ou qui va condamner le fait que les informations sortent. Donc c'est quoi cet arsenal législatif? On est dans le contexte des États-Unis, hein, là, toujours, hein. De quoi se compose cet écosystème juridique qui condamne le fait que des informations puissent être divulguées, notamment potentiellement si elles concernent les questions OVNI. Donc là, il y a cette citation que j'ai laissée en anglais à dessein, parce qu'elle me semble aussi limpide, même si elle est en anglais. Donc, chaque bureaucratie cherche à accroître sa supériorité des professionnels informés qui composent hein, la bureaucratie en conservant leurs connaissances et leurs intentions secrètes.
Ça, c'est une citation d'un sociologue des organisations, d'un sociologue du pouvoir qui s'appelle Max Weber, qui a bossé sur le leadership, qui a bossé sur la légitimité politique, qui a bossé sur la rationalité des organisations. Et donc, c'est un texte, cette phrase, elle date de 1946. C'est Max Weber qui l'a écrit dans un de ses textes qui s'appelle Bureaucratie, il a écrit ça en 46, donc c'était il y a bientôt 80 ans, quoi. Voilà. Donc, c'est juste pour comprendre que cette notion du secret, elle n'est pas, on va dire, spécifique à la question des ovnis. Elle est malheureusement la tendance naturelle de toute bureaucratie, donc de tout système, oui, d'une administration, de tout système, de toute organisation de type administrative qui va chercher à poser des contraintes, des conditions, des limites pour garder le pouvoir pour eux. Et en l'occurrence, l'information, c'est le pouvoir. On est dans cet état d'esprit-là. Page suivante, s'il te plaît. Oui. Donc voilà un petit peu l'écosystème. Alors, il y a peut-être d'autres trucs, mais en tout cas, là, déjà, ça permet de voir pas mal de choses. Donc en fait, il y a plusieurs textes qui existent. J'ai récapitulé les principaux. Euh, En fait, un que la plupart d'entre nous ou des ufologues n'imaginent pas, c'est ce texte de 1946 qui s'appelle le Atomic Energy Act, qui est le premier texte, enfin en tout cas c'est un des premiers textes, on va voir ça à la suite, c'est un des tout premiers textes qui restreint la diffusion de l'information, et là en l'occurrence, ça restreint toute diffusion d'informations, il parle de données à diffusion restreinte, pour tout ce qui concerne l'atomique, pour tout ce qui concerne l'énergie atomique, que ça soit la production d'énergie, que ça soit la distribution d'énergie, que ça soit potentiellement la propulsion. Je rappelle que on a des sous-marins à propulsion atomique qui existent, on a des porte-avions à propulsion atomique qui existent, et donc évidemment l'armement, et donc évidemment les sites nucléaires, les installations nucléaires, qu'elles soient militaires avec des armes atomiques ou qu'elles soient simplement des installations de recherche liées au nucléaire. Donc ça veut donc dire que les observations d'OVNI qui peuvent être associées à des sites liés à la filière nucléaire aux États-Unis, eh ben, normalement, c'est des informations qui vont être classifiées. C'est des informations qui ne vont pas sortir parce que ça touche à du nucléaire et que donc ça ne doit pas sortir. Il y a un autre texte qui est sorti, qui a été voté en 1951, enfin il est entré en vigueur en 52, c'est l'Invention Secrecy Act, c'est-à-dire en gros c'est sur le secret des inventions. Alors ça c'est un truc assez fou, mais j'y reviendrai juste après. Enfin assez fou en tout cas, un outil très très puissant qu'on ne mesure pas en France, mais c'est un texte législatif officiel aux États-Unis, toujours en vigueur aujourd'hui, qui date de 1951. Et ça concerne tout ce qui est brevet et invention, et donc innovation technologique. On a un troisième texte qui, lui, est tombé un peu en désuétude et a été aboli finalement dans les années 90. C'est le Extraterrestrial Exposure Law, c'est-à-dire la loi sur l'exposition à du matériel extraterrestre. Alors ça peut nous faire sourire dans un contexte UFO, mais la date est parlante en elle-même, c'est 1969, c'est l'année de l'arrivée sur la Lune. Enfin, en tout cas, c'est ce qui paraît, c'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est l'arrivée sur la Lune, et ce qui fait que donc dans ce texte prévoit que tout contact d'un citoyen américain avec du matériel ou enfin, un objet tangible au sens inerte, minéral, ou avec autre chose, bon, ils utilisent le terme d'être extraterrestre à l'intérieur de la législation, c'est par rapport à des histoires de bactéries, enfin de tout ce qui est possible organisme vivant, puisqu'à l'époque on ne sait pas grand-chose, est illégal. Et donc c'est la NASA qui supervise tout ça, et les personnes qui contreviennent à cette législation étaient punies d'un an d'emprisonnement, de 5 000 $ d'amende, ce qui était beaucoup pour l'époque. J'ai pas encore fait des requêtes dans les bases de données pour savoir s'il y a des personnes qui ont été condamnées à l'époque, enfin qui ont été condamnées entre 69 et 91 par rapport à cette législation. En gros, c'est une législation qui a été active de 69 à 76. À partir de 76, elle est devenue complètement obsolète au sens où on l'utilisait plus, elle était plus en vigueur ni rien, mais elle a été officiellement abolie en 1991. Et puis ensuite, on Ouais. a tout ce qui est classification et déclassification des informations qui concernent la sécurité nationale. Et ça a été un executive order, donc maintenant vous savez ce que c'est, qui a été signé par Nixon en 72. Page suivante, s'il te plaît. On va Oui. continuer et on va finir sur la politique du secret, sur les politiques du secret. La page Oh suivante, s'il là. te plaît. Attendez. Redescendre.
Il y a un petit Voilà. souci, Donc voilà. là, c'est un petit zoom sur le Secrecy Act. Donc, euh, en fait, le premier texte date de 1917, donc dans un contexte de Première Guerre mondiale, et il y avait eu des mises à jour de ce texte en 40, 41, 42, mais c'est vraiment en 1952 que ça devient une vraie législation structurée en tant que telle. Donc, elle est applicable dès la demande de brevet, et c'est restreindre, en cas de risque pour la sécurité nationale, la divulgation des informations contenues dans une demande de brevet qui a fait l'objet d'un dépôt, quoi, d'une demande de dépôt. Bon, ben voilà. Alors, dans le détail, donc ça se passe au niveau du bureau des brevets aux États-Unis, du service des brevets, l'USPTA, je crois, de mémoire, Patent and Trademark. Et puis, mais surtout, en fait, il y a toute une gamme de variations à l'intérieur. On peut avoir des technologies qui vont être interdites à l'exportation, mais qu'on peut commercialiser. Et après, à l'autre bout du spectre, on va avoir ben, le fait que ça va être classé confidentiel défense, que aucune information ne doit sortir, etc., etc. Et, euh, et c'est là où il y a les grosses amendes qui arrivent si les inventeurs, en connaissance de cause au niveau législatif, décident de passer outre la législation. Donc, ces brevets, ces inventions qui font l'objet d'une ordonnance de mise au secret, en 51, il y en avait 2400, en 93, 5000, quasiment 6000, en 2010, un peu plus de 5000, 2018, 5700, et en 2024, le chiffre est officiel, hein, il vient des rapports annuels du Bureau des brevets américains. On est à 6471 brevets qui font l'objet de cette ordonnance de mise au secret, quand bien même l'intensité de la mise au secret peut être un peu variable. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça recouvre. La seule liste qui a fuité est datée de 1971 mais en revanche, ça concernait essentiellement des choses liées au domaine militaire ou au domaine de l'énergie, par exemple des innovations en matière de panneaux solaires, enfin des choses de cet ordre-là, au niveau de la production d'énergie. Donc on voit très bien comment énergie, transport, armement, voilà, on est toujours avec ces technologies-là, ça tourne toujours, donc on voit bien pourquoi ça peut s'appliquer aux questions liées aux véhicules type UAP qui se déplacent très très vite ou très bizarrement. Page suivante, s'il te plaît, Patrice. Donc là, on arrive sur la seconde moitié de l'intervention. Donc en fait, c'est ces fameuses histoires, je pourrais revenir là-dessus s'il y a des questions, sur la fameuse histoire du need to know, qui est donc si tu n'as pas besoin de savoir, tu ne sauras pas. Donc c'est un peu le critère qui permet, qui est appliqué, enfin dit-on, pour compartimenter les informations et pour gérer les accréditations pour l'accès à l'information. Et en et face à cela, on a un droit fondamental qui est celui du droit de savoir, le right to know. C'est ça qui est derrière la fameuse législation Freedom of Information Act qui Ouais. date de 66 et qui est vraiment une législation pilier au sein des États-Unis et qui est d'ailleurs une législation qui sert qui est une référence, voire qui peut servir de modèle. Pas trop pour la France encore pour l'instant, mais qui est en tout cas une référence à l'échelle mondiale. C'est les États-Unis qui sont les plus avancés là-dessus en termes de droit démocratique à l'information et à l'accès à l'information. Donc ça, cette petite phrase que je vous ai mis en citation, elle est intéressante puisque, donc je vous la traduis tout d'abord, donc malgré les dénégations officielles qui nous disent le contraire, les agences fédérales continuent de suivre le phénomène à ce jour. Ça, c'est une citation qui date de 1979 et qui vient du New York Times dans un article dont j'ai repris le titre dessus. Et d'ailleurs, j'ai poussé le vice à reprendre le document tel qu'il a été déclassifié par la CIA qu'il avait gardé dans ses revues de presse quotidiennes. Et donc, puisqu'en fait, cet article du New York Times raconte comment, là, tu peux passer à la page suivante, et cette citation, c'est une phrase du journaliste hein, dont on voit le nom dessous, qui est présent dans l'article. Donc, en fait, ça raconte comment les premières associations citoyennes se sont saisies du Freedom of Information Act pour obtenir les premières divulgations de documents officiels sur la question OVNI. C'est Avec ça que beaucoup raconte d'encre. l'article de 1969 du New York Times, de 1979 pardon du New York Times. Et c'est assez rigolo puisque on est
On est 20 ans, 37 ans, on est presque 40 ans par rapport aux révélations de 2017. Mais au mot près, ça pourrait correspondre à exactement ce qu'on aurait pu lire en 2017. Donc on voit très bien que l'histoire à sa manière, c'est un grand recommencement. Donc on a cette première ONG, pourrait-on dire, enfin en tout cas association citoyenne en 77-78, qui s'appelle Citizen Against UFO Secrecy. Ça s'abrège CAUS, et elle est en fait créée par un groupe qui lui existe depuis 1957, qui s'appelle le Ground Saucer Watch, et donc le Citizen Against UFO Secrecy, qui est donc un frère jumeau quoi, du Ground Saucer Watch, elle est dédiée aux actions en justice pour accéder aux informations, aux documents, à travers des saisines et des requêtes Freedom of Information et des actions en justice à partir du moment où les administrations fédérales refusent de fournir les documents. Donc en fait, ça commence par des gens du Ground Saucer Watch qui, en 77, obtiennent de la CIA 900 pages de documents. C'est à peu près 400 documents, c'est 900 pages au total, donc via une requête accès à l'information. Et puis en 79, c'est le FBI qui relâche aussi 1200 documents sur la question OVNI suite à cette salve, à cette vague de requêtes qu'a fait le Ground Saucer Watch. Et leur avocat, c'est Peter Gersten. Et c'est cet avocat qui est donc qui est le directeur exécutif, hein, la tête de gondole du collectif du Citizen Against UFO Secrecy, du CAUS, CAUS, qui en 78 fait des requêtes de FOIA vers 18 agences différentes des États-Unis pour obtenir des documents. Et on voit d'ailleurs la coupure de presse que j'ai mis en image juste à côté, c'est extrait de l'article de 79 du New York Times, hein, qu'on voit sur la page précédente, et où ils disent par exemple, c'est Gersten, hein, qui est donc l'avocat de cette action, ce qui a été qui nous a été remis, ce qui a été divulgué, semble avoir été plutôt soigneusement sélectionné, explique Gersten. Nous suspectons que l'agence retient au moins 200 documents supplémentaires que les 157 qu'ils admettent avoir omis de nous remettre pour protéger leurs sources de renseignement. Voilà, donc ça concerne, ça c'est extrait de l'article de 1979, où c'est là où il y a c'est le premier papier qui paraît dans la grande presse et qui dévoile que, en fait, même si officiellement les ovnis, ça n'est pas intéressant, CS, enfin, en référence aux conclusions du rapport Condon de 1969, et bien pour autant, les agences ont continué à s'y intéresser, à minima en faisant des revues de presse ou des petites synthèses d'observations qui ont pu être relevées à droite et à gauche. Et donc, en 78, le CAUS fait une demande à 18 agences d'avoir des documents, une demande complémentaire à celles qui sont citées au-dessus. Et en fait, la NSA, donc l'agence qui est sur tout ce qui est sécurité des communications, celle qui fait les écoutes, hein, les grandes oreilles, donc la NSA refuse de fournir les documents. Chaos et Gersten saisissent les juges aux États-Unis et finalement ils vont être déboutés en 1980. Donc c'est-à-dire que l'argumentaire de la NSA, qui était de protéger ses sources ou de ne pas divulguer des secrets d'État, a été validé par la justice américaine. Et donc ça venait donner un coup de canif à la législation sur l'accès à l'information. Page suivante, s'il te plaît. Une autre initiative liée au passé, c'est celle de 2001, le Disclosure Project, le projet divulgation porté par Stephen Greer depuis 1993. S'il y a des questions là-dessus, on verra par la suite, hein, je passe très vite. Ce qu'il y a à retenir, c'est que cette initiative, c'est Daniel Sheehan, un avocat américain qui est le conseil juridique. Et Daniel Sheehan, j'ai eu l'occasion donc de faire son interview. On retrouve comme ça il y a des pages sur lui dans le Printemps des OVNIs, mais il y a aussi une grosse interview de lui que j'ai publiée dans le journal, dans le magazine Nexus fin d'année 2024, où en fait il raconte toutes les actions en justice qu'il a accompagnées depuis 1977 à peu près, puisque c'est en 77 que à cette époque-là aussi, Jimmy Carter, le président, a voulu divulguer les infos sur les ovnis pour court-circuiter le blocage qu'il y avait du côté de l'US Air Force. Il a sollicité la NASA pour le faire.
Et la NASA, au bout de 3 mois, a répondu qu'ils déclinaient la demande du président parce qu'ils n'avaient pas les compétences pour pouvoir faire ce type de recherche. Et donc, Daniel Sheehan a fait partie il était jeune avocat à l'époque, il a été dans la boucle de ces procédures pour préparer de la documentation pour le président Carter. Et il a eu accès à des archives de Blue Book. Et dans le cas des archives de Blue Book, il est tombé sur des photos de véhicules extraterrestres apparemment, en tout cas des photos de récupération d'OVNI, semble-t-il. Et c'est ça qui a fait qu'il a continué à suivre le dossier. Il a été le conseil juridique de John Mack quand il a été ennuyé par ses autorités de tutelle à l'université. Et il a été aussi le conseiller de Elizondo quand Elizondo, suite aux révélations de 2017, a été attaqué, enfin a été malmené par les services juridiques du Pentagone. Et c'est donc Daniel Sheehan qui a été le conseil juridique d'Elizondo à ce moment-là. Et Daniel Sheehan maintenant continue, enfin a lancé une ONG depuis 2 ans qui s'appelle le New Paradigm Institute de mémoire et qui est donc main dans la main dans le lobbying des pro-UFO et du UAP Caucus à Washington. Donc là, Stephen Greer, à l'époque, il est déjà conseillé par Daniel Sheehan. Il y a 21 témoins qui sont rassemblés lors de cette conférence de presse fleuve qui se déroule à Washington ce jour-là. Stephen Greer indique qu'il a 400 témoignages, soit écrits, soit vidéo. Ce jour-là, la conférence de presse, il y a 250 000 personnes en ligne. C'est un des plus gros événements live que Internet a connu, notamment dans les années 2000-2005, hein, massivement. Et ça va faire jusqu'à 800 millions de vues dans l'année qui suivra la mise en ligne de cette conférence de presse qui était donc diffusée en direct sur Internet. C'est ce qu'on peut souhaiter aussi aux vidéos et aux replays de OVNI Paris. Et puis, donc, en fait, en 2023, Greer a refait une nouvelle conférence de presse dans le même lieu, qui était un peu le club de la presse à Washington, où là, il annonce qu'il a collecté 752 témoignages. Certains sont décédés, mais il a ça dans ses archives. Ces archives représentent 8 téraoctets de données, de témoignages, d'images, de films. Il a dans ses bases de données la somme de toutes ces informations et de tous les témoignages qu'il a collectés. Ça donne une carte de 145 bases ou installations où il y a des équipes qui travaillent sur des questions OVNI, UAP, et il y aurait même 121 cas de récupération d'OVNI, de crash, qui sont répertoriés dans sa base de données, dans la liste dont il dispose. Donc ça a été le Disclosure Project, qui a donc été une grosse initiative avant les révélations de 2017. Page suivante, s'il te plaît. Bien sûr. Bon, The Black Vault, je vous en parle parce que c'est très important pour nous quand on est chercheur et notamment nous par rapport à l'accès à l'information. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, peut-être pas encore. Donc en fait, il a 15 ans quand John Greenwald, le fondateur de Black Vault, fait ses premières requêtes de Freedom of Information Act. Donc il a 15 ans en 96. C'est là où il fait ses premières requêtes. Et ses premières requêtes concernent notamment la CIA et les OVNI. Ça commence par là. Et ce qui fait que les premiers documents qu'il a reçus liés à ses premières demandes d'accès aux documents en 96, quand il a 15 ans, ce sont les mêmes documents que ce que qui avait été divulgué au Grand Saucer Watch 20 ans plus tôt, quoi, grosso modo. Donc il y a une c'est comme un relais qui se fait entre les premiers qui ont fait des requêtes à travers le Freedom of Information Act et The Black Vault et John Greenwald qui poursuit le fait de faire des requêtes. Donc, ils ont fait plus de 8000 demandes depuis 20 ans, ou 30 ans, pardon, et ils sont à plus de 3,5 millions de documents en libre accès. Et je vous donne le site web où on peut aller. Donc, tout ça, évidemment, tout en anglais sur le site, mais c'est une mine d'informations. Moi, je me suis intéressé à The Black Vault parce que, par exemple, il a récupéré les archives, les documents officiels déclassifiés hein, de l'armée américaine quand l'armée projetait, si on faisait une base sur la Lune, comment on pourrait faire cette base? Par exemple, on a donc ce type de document qui décrit les plans hypothétiques de l'armée américaine pour faire une base sur la Lune. Donc, page suivante, s'il te plaît. Donc, la question de lanceur d'alerte UAP, le terme peut sembler un peu fort ou un peu usurpé, mais c'est un choix tactique qui est adopté par ces figures, ces visages qui prennent la parole ou qui font des témoignages, notamment dans le cadre des auditions du Congrès, parce que ils jouent la carte de bénéficier des législations en vigueur qui vont les protéger. Alors, elles les protègent un peu,
mais elle les protège pas assez, pas suffisamment. C'est pour ça il y a des démarches pour faire une nouvelle législation encore plus protégeante, encore plus protectrice, dédiée à la problématique UAP et au niveau de secret qui est associé aux UAP, qui est un peu le top of the pops d'un point de vue secret. Donc là, il y a plusieurs noms que vous connaissez. Et puis, on a un peu les moments où, 2017, c'est le moment où Luis Elizondo donc, apparaît dans la presse, mais c'est aussi le moment où il claque la porte du Pentagone. David Grush, c'était en 2022 qu'il a claqué la porte du Pentagone. 2023, c'est le moment où il fait ses auditions publiques, mais ça a commencé d'abord par des révélations dans la presse. Et puis en 2025, il a été recruté comme assistant parlementaire, ou en tout cas comme conseiller technique, d'un des députés du UAP Caucus pour aider à préparer les futures auditions de 2025. Il y a d'autres noms que vous allez sans doute, dont vous allez sans doute entendre parler dans les prochains mois. Plus ou moins connus. Jay Stratton, il est assez connu aujourd'hui. Ces personnes-là, c'est des personnes qui sont liées à l'UAP Task Force. C'est des anciens de cette équipe qui a existé donc de 1910, de 2018 à 2022 à peu près. Donc, Carnell, Jason Sands, qui est controversé, mais qui est sorti du bois en 2024, qu'on voit notamment dans le film The Programme de James Fox, qui est qui est un très bon film, très intéressant, très complet. Je le dis juste pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. On a Jack Barber, alias Skywatcher, qui a donc créé une entreprise, une boîte de consulting, d'investigation. Donc, Jack Barber est sorti du bois en 2024, décembre 2024 de mémoire, pareil, via une interview. Et puis en 2025, c'est là où il continue à prendre la parole un peu plus avec d'autres médias. Et donc, lui, ben, il dit avoir participé à des opérations de récupération et au niveau de Skywatcher, qui est donc vraiment une start-up aussi, hein, qui est sur la question UFO, eux, c'est vraiment contact, récupération de technologie et ils vont développer des séances qu'on appelle de CE5, de contact à l'initiative des humains pour faire apparaître des ovnis, hein. Donc ça, c'est aussi une des nouvelles frontières des années qui viennent sur la question OVNI. C'est l'histoire du CE5, on peut en reparler en question maintenant. Et puis sinon, c'est aussi très présent dans le monde des galactiques. Matthew Brown, qui est donc associé au fameux dossier Immaculate Constellation. On verra ça dans les questions si vous voulez qu'on en reparle. Et puis d'autres noms, Knapp, Corbel, Coulthard, Jess Mickle, qui sont eux plus des journalistes et qui ont soit des et qui Georges Knapp, il est sur le sujet UFO depuis le milieu des années 80, hein. Il était très ami avec le sénateur Reid, Harry Reid. Tout ça, c'est la bande de Las Vegas et donc avec Bigelow aussi. Mais Knapp aujourd'hui, bah, qui a un certain âge, eh ben, il est avec Corbel et il est en train de gérer la transmission au niveau de cette expérience, de ce savoir. C'est quelqu'un vraiment de très courtois. Il est vraiment sympa, Knapp, très pro. Et donc, toutes ces personnes-là, eux, c'est des personnes qui soit ont des podcasts avec des centaines de milliers d'abonnés, des millions de vues, soit qui ont directement des plateformes en ligne avec des émissions web TV. Et c'est eux qui font office de divulgateurs. C'est souvent par eux que passent les premières interviews. Et on passe aux pages suivantes. Voilà, donc on voit que la divulgation, je rappelle ces quelques mots-clés pour qu'on en ait conscience, parce que histoire que ça borde le débat, euh, ceux qui poussent à ce que les infos sortent assument le fait que pour éviter un scénario qui est celui de la divulgation catastrophique, c'est les termes qu'ils emploient, hein, que ce soit en français ou en anglais, pour éviter le scénario de la divulgation catastrophique, c'est-à-dire celle qui est accidentelle, où on subit ce qui va se passer, où on ne sait pas ce qui va se dérouler, et ben en fait, il vaut mieux opter pour un scénario de divulgation contrôlée, c'est-à-dire que on, on pilote ce qu'on rend public au fil du temps, progressivement. Donc on garde la main sur la température, on garde la main sur la cuisine, sur la casserole. Et puis en fait, il y a une autre expression qui existe et qui va être pointée du doigt, bien sûr, c'est la divulgation sélective. Donc vous voyez que la frontière est assez fine entre contrôlée et sélective. La sélective, c'est on va divulguer des choses, mais on ne dévoile pas tout. Et donc, ben, on choisit aussi ce qu'on dévoile. Alors,
ça peut passer pour du contrôlé, mais sur la sélective, on est un peu plus sur le fait que ça, on le garde secret, ça, par contre, on va le garder public. Et donc, on commence à rentrer dans de la désinformation, qui est la fameuse désinformation réductrice, qui est le fait que, par rapport à des faits qui existent, il faut plutôt voir le verre comme étant à moitié vide, il faut plutôt dire que c'est des phénomènes psychologiques, il faut plutôt dire que c'est peut-être c'est la télévision ou les lectures qui influencent les gens dans ce qu'ils ont vu dans le ciel, etc., etc. Donc on cherche toujours à minimiser les choses dans l'approche réductrice. Et puis en fait, ce qui était donc des choses liées à la, à cette approche réductrice ou au silence, eh bien, le contrepoint, l'exact opposé, c'est la désinformation amplifiante. C'est le fait, au contraire, de grossir les choses, voire même de filer des biscuits, de filer des documents qui vont venir confirmer les fantasmes ou les croyances les plus folles ou les plus, je ne vais pas dire les plus insensées, mais en tout cas celles qui sont les plus incroyables. Et donc là, ce qui est marqué en dessous, comité Robertson en 53, les U2 à partir de 56, l'affaire Benevitz en 88, ou là, les articles du New York Post depuis juin 2025, c'est des exemples de ces tactiques et de ces manœuvres. On pourrait y revenir après dans le débat. Page d'après, s'il te plaît. Ouais, ça, Donc, en fait, sur cette idée de la divulgation, est-ce que c'est en fait, c'est peut-être pas forcément la divulgation, c'est pas forcément le grand soir, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on a la preuve définitive qui arrive, on a l'OVNI que tout le monde va voir au-dessus d'une ville. La preuve, c'est que c'est déjà arrivé peut-être pas mal de fois depuis 1952, hein, depuis Washington, depuis Turin, depuis il y a même eu depuis les centrales nucléaires en France, depuis Bruxelles. Enfin voilà, il y a eu quand même plusieurs Phoenix. On a eu plusieurs cas dans l'histoire de l'ufologie où on a des choses bizarres qui sont vues au-dessus du ciel. Et pour autant, est-ce que c'est de la divulgation au sens que ça participe de la divulgation, ou est-ce que ça n'est pas de la divulgation puisque la polémique continue à exister entre ça existe pas, c'est sérieux, c'est pas sérieux, etc., etc. En tout cas, là, ce qu'on voit ou ce qui se passe, en tout cas quand on analyse le processus de comment se déroule la divulgation de certaines informations autour de nous euh, à travers les médias depuis 2017, c'est que ça commence par des fuites médiatiques. On a des témoins, des insiders, c'est-à-dire des gens qui étaient dans les services et qui prennent la parole ou qui servent d'informateurs. Et et au contraire, ceux qui se dévoilent ou qui affichent leur visage endossent une posture qui est celle du lanceur d'alerte. On a des requêtes d'accès à l'information qui permettent ou qui sont parallèles à des déclassifications. On a des rapports officiels qui paraissent et on a des auditions au Congrès, par exemple, des auditions politiques qui vont donner comme ça un vernis de sérieux et un vernis politique et un vernis, enfin voilà, très très officiel à des témoins qu'on a vus 3 mois plus tôt ou 5 mois plus tôt dans les fuites médiatiques qu'il y a eu dans la presse. Hein. On sort d'abord l'info dans la presse, ça permet de secouer l'opinion publique et de créer une pression dans l'opinion publique. En tout cas, l'opinion publique est émue, elle se met en mouvement, ça crée une pression sur les politiques. Du coup, les politiques s'emparent du dossier et ils utilisent les leviers dont ils disposent pour politiser un sujet, pour le rendre dans le champ politique et donc derrière pour changer les lois ou changer les règles. Voilà un petit peu comment ça peut se dérouler. Page d'après, s'il te plaît. Donc, c'est une autre chronologie que je vous propose. Elle est peut-être audacieuse, voire un peu impertinente par rapport à l'exactitude des événements, mais c'est en tout cas une proposition que je vous partage en termes de tendances lourdes et d'étapes clés. Évidemment, c'est une chronologie qui est inexacte et en même temps, ça fixe des idées. Donc, en fait, avec les années 40 et notamment les Foo Fighters sur la Seconde Guerre mondiale, ces boules de lumière que croisent les pilotes d'avions de chasse ou de bombardiers, on est en gros sur l'époque des premiers contacts militaires. Avec les années 50, on a les premières
vague de masse. La vague de 52 aux États-Unis, notamment au-dessus de Washington. On a la vague de 54 en Europe. Et en même temps, on a les premiers contactés civils. Adamski, c'est 52. Et puis, il y a d'autres contactés à cette époque-là. On a les premiers livres qui sortent, 55, 56, 54. Et en fait, en 53, c'est cette première conspiration du silence, délibérée, volontaire, que va choisir d'adopter les services de renseignement américains, notamment la CIA en tête. Et ça, c'est le fameux comité Robertson en janvier 53 où là, il y a la décision, enfin, c'est une des conclusions de ce panel, c'est qu'il faut absolument baisser la température, il faut discréditer le sujet, il faut le ridiculiser, il faut l'amoindrir, le minimiser le plus possible. Avec les années 60, on a les premiers cas d'abductés. Bon, il y en a eu avant, mais en tout cas, là, on va dire qu'avec le fameux cas de Betty et Barney Hill, on a des cas d'abductés qui émergent. Donc, ça va d'abord se compter sur les doigts de la main. Puis, avec les années 70, c'est quelques dizaines. Et puis, avec les années 70, c'est des centaines. Et avec les années pardon, avec les années 70, c'est des dizaines, les années 80, c'est des centaines, et avec les années 90, on est avec des milliers. Et c'est là où le sujet explose avec le début des années 90, parce qu'il y a cet effet de masse, il y a notamment un colloque qui se passe au MIT de 2 ou 3 jours, une conférence scientifique sur la question des abductions, etc. etc. Bon, le fait que John Mack, en tant qu'universitaire, en tant que psychiatre, euh, et qui est le chef de service d'une école de médecine, qui est le chef de service psychiatrie d'une école de médecine dans sa faculté, bon ben voilà, c'est sûr qu'il pèse de son poids académique pour faire avancer le schmilblick. On n'est plus simplement avec des universitaires qui ont un intérêt pour le sujet, ça existe avec les années 70-80, on est avec les premières publications, les premiers articles de recherche. Il y en a eu évidemment quelques-uns dans les années qui précèdent, mais on est avec les premiers articles de recherche là dans les années 90. J'ai notamment repéré qu'il y avait des interventions d'anthropologues. Donc on est avec des psychologues plutôt avec les années 80 et début des années 90. 96, par exemple, dans un congrès annuel d'anthropologues aux États-Unis, il y a une intervention d'un anthropologue sur la question des ovnis, et puis ça continue dans les années suivantes. Année 2000, 2010, on est avec des thèses d'histoire, on est avec des historiens, aussi, des religions, on est avec des philosophes. Vous voyez, on a d'autres universitaires qui rentrent dans la boucle. Et tout récemment, là, j'ai publié dans Nexus un article qui faisait le point sur des universités qui créent qui créent des enseignements liés à l'ufologie. Et donc, et dans cet article, donc, je discute avec un prof d'université de droit en Angleterre avec le responsable du cours, du cursus ufologie, culture populaire, qui est dans une université suédoise. Et puis, il y a aussi une unité plutôt orientée Tollet-Boulon, qui est dans une fac qui s'appelle l'IFEX, qui est dans une fac en Allemagne. Donc, c'est plus simplement des universitaires qui s'y intéressent, des universitaires qui publient des articles par rapport à leurs recherches sur le sujet. On est avec des universités qui valident le fait qu'il existe des enseignements sur le sujet dans le cadre de l'institution. Ça, c'est avec les années 2020, quoi. Voilà. Ça continue avec les années 2000 où on est avec Internet qui déboule, donc entre 97 et 2008. Donc tout ça commence à s'emballer, les forums, les emails, les listes de diffusion. On a YouTube qui commence à exister, on a Facebook qui commence à exister, donc des groupes thématiques, des groupes de discussion sur les réseaux sociaux. Et puis on a évidemment le YouTube qui explose avec les années 2010. Et c'est aussi là où on a de l'ufotainment avec des séries télé notamment Anciens Aliens et d'autres qui sont diffusés et multidiffusés. Qu'est-ce que c'est, Camelot? Je suis. Tu m'entends? Ouais. Qu'est-ce que c'est, Camelot? Le projet Camelot, c'est des ufologues qui ont été dans la démarche d'aller voir des témoins, de recueillir des... C'est un peu pareil que le projet Disclosure, sauf que là, au lieu de rassembler les gens pour faire de la masse critique, là, c'est plutôt des enquêteurs qui vont interviewer les gens, qui vont les filmer chez eux et qui vont filmer des personnes qui disent qu'il y a des programmes spatiaux secrets, qu'il y a de la Fédération Galactique. Voilà. Sur le projet Camelot, on est un peu plus sur la présence des extraterrestres sur Terre, quoi. D'accord, merci. Alors, un des derniers PowerPoint, c'est celui-ci, là, sur et toujours par rapport à cette question d'envisager la divulgation comme un processus. Ça, donc, j'ai mis cette image pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas. C'est une image majeure, à mon sens, hein, j'en parle
beaucoup dans mon livre Le Printemps des ovnis, enfin en tout cas j'y fais référence souvent, c'est la première représentation graphique des vagues d'apparition d'ovnis, de la première base de données qui a été saisie par Jacques Vallée. Donc Jacques Vallée a été impliqué dans les premières bases de données, il a été le tout premier à faire des bases de données informatiques de cas d'apparition d'ovnis. Et en fait, à un moment donné, ces bases de données, ben, on peut faire des traitements statistiques avec. Et donc, il a produit cette courbe. Cette courbe permet de voir, en fonction des années, les pics d'apparition. Et donc, ce qui fait que on est avec une courbe où il y a des pics et des creux, des pics et des creux. Et quand il était en train de regarder cette courbe au milieu des années 60 aux États-Unis, il a un de ses collègues universitaires qui lui dit c'est marrant, en psychologie, on a exactement la même. C'est ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. C'est même une courbe de conditionnement et elle est exactement, c'est la même, c'est celle-là. Et en fait, nous, on s'en est rendu compte parce que quand on étudiait comment les rats apprennent des nouveaux comportements, eh bien, ça prend cette forme-là, c'est-à-dire qu'on a des moments où il y a beaucoup de stimulation, des moments où il n'y a pas de stimulation, et en fait, c'est cette alternance entre beaucoup et pas du tout, entre des pics et des creux, c'est la meilleure option pour que, en termes de conditionnement, que des organismes ont un apprentissage en termes de conditionnement. C'est comme ça que c'est la meilleure option. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le behaviorisme. C'est une discipline, enfin c'est un champ de la psychologie aux États-Unis qui est lié à un chercheur qui s'appelait Skinner à la fin des années 40. Et donc, en fait, Jacques Vallée découvre via son collègue que cette courbe est similaire en tout point. C'est le collègue qui croyait que c'était la courbe de psychologie de conditionnement behavioriste qui était présente à l'écran. Cette courbe laisse entendre que à un niveau planétaire, à un niveau global, on est face à des piqûres de rappel et à des conditionnements répétés qui nous préparent à quoi? C'est ça la question. Et c'est cette question qui est derrière cette hypothèse du système de contrôle que Jacques Vallée a développé dès la fin des années 60. Voilà. Donc, une dernière petite citation d'un historien américain qui a sorti son livre l'an dernier. La circulation de nouvelles informations a toujours été cruciale pour maintenir l'intérêt sur la question des ovnis. Donc, on voit très bien que il faut des nouvelles informations, même si ces nouvelles informations peuvent être des cas du passé, peuvent être des nouvelles hypothèses, peut être le fait, aujourd'hui on parle de Valençol, mais on parle d'un cas français de 1965 mais avec des informations ou des détails qui sortent ou qu'on récolte en 2025. Et donc, on est avec des nouvelles informations, même quand on est avec des anciens sujets. Comme là, moi, je l'ai fait avec vous en partageant un petit peu des choses liées à l'histoire et au processus de la divulgation aux États-Unis. Je crois qu'il y a une dernière image après, mais là, on a terminé. Voilà. Donc ça, c'est les bouquins que j'ai pu citer ou dans lesquels on peut piocher des infos sur les processus et les procédures qui existent aux États-Unis sur la divulgation. Et puis donc, on retrouve la couverture de mon ouvrage où il y a toute une partie du livre qui est dédiée à ça. Voilà, merci de votre écoute. Pardon d'avoir été un peu long. À tout de suite pour les questions. Non, mais très bien, très bien. Ça fait 1 heure à peu près, ou un peu plus. Mm.